Bonjour à toutes et à tous, c'est votre émission Politique Santé. 30 minutes de réflexion avec ceux qui sont actifs, créatifs et volontaires. La santé en question, série le jour d'après. Ça sera aujourd'hui le jour du docteur Jacques Battistoni. Alors, en décembre 2017, Jacques Battistoni remplace Claude Lécher à la tête du puissant syndicat généraliste MG France. Claude Lécher, un président unanimement salué à son départ, mais tout était pour le mieux puisque son successeur promettait de continuer sur les idées de son prédécesseur, duquel il était d'ailleurs le vice-président. Mais pour ce médecin généraliste de 60 ans, exerçant en secteur 1 dans la commune d'If, dans le Calvados, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Comme tout le monde sur cette planète, il n'avait pas prévu la Covid-19. Bonjour Jacques Battistoni. Bonjour. Alors les médecins de terrain ont souvent une meilleure vision des problèmes que les pouvoirs publics, qui ont une approche plus détachée. On va donc écouter soigneusement votre témoignage. Alors vous avez dit au début de votre mandat, nous allons consacrer du temps pour aller à la rencontre des médecins. Ça, c'est un coup à la Emmanuel Macron et son grand débat, qui a plutôt bien fonctionné pour lui. Vous avez eu le temps de le faire ? Oui, probablement pas autant que j'aurais aimé, parce on manque toujours de temps. Bon. Mais je me suis déplacé, je suis allé voir les équipes sur le terrain. Je crois que MG France, comme tout syndicat normalement qui se respecte, c'est un aller et retour permanent. On monte et on descend, on va voir ce qui se passe sur le terrain, à la base, comme on dit. Ouais. Et puis on va regarder ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie, quelles sont leurs aspirations, puis on fait remonter ça. Et on fait tout le temps ce jeu permanent qu'il faut continuer à faire d'ailleurs. Parce que c'est plutôt centralisé, les syndicats en règle générale. La décentralisation, ça n'a pas toujours été la mode. Et puis, la parité, vous avez fait des progrès ? La parité, je pense que oui, on est un exemple en la matière, dans la mesure où notre bureau est à la parité totale. On a 6 hommes et 5 femmes. Je pense que la prochaine fois, on aura 6 femmes et 5 hommes. Mais bon, voilà, on est un nombre impair. Et puis, dans toutes nos instances, on a la parité aussi. On y arrive cette année. Vous arrivez à tenter quelques jeunes quand même, parce qu'on sait que vos confrères syndicalistes disent que c'est le problème de faire venir les jeunes. Ouais. Notre problème à nous, ça a été effectivement de transformer la génération des fondateurs en une génération d'actifs, mais je crois que dans la majorité des départements, maintenant, on est largement arrivé. C'est d'ailleurs les syndicats les plus jeunes qui sont les plus actifs. Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas, la génération Richard Bouton n'est plus là. C'est quand même le fondateur historique. On ne le cite jamais. Moi, je trouve que, moi qui l'ai connu, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose à son époque. Tout à fait. Ouais. Alors, vous êtes partie prenante du Ségur de la santé ? Oui, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que évidemment, on s'intéresse à ce qui se passe, on écoute ce qui se passe. Non, dans la mesure où on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'intérêt réel du Ségur de la santé pour les médecins libéraux, dans la mesure où, clairement, il semble que la partie pour les libéraux, c'est parce qu'on ne voulait pas faire un Ségur de l'hôpital, donc il fallait mettre des libéraux, mais clairement, on ne va pas changer grand-chose en ce qui nous concerne. Et vous avez reçu une invitation officielle ? On était invités à toutes les réunions et on essaye, dans la mesure du possible, de suivre ces réunions. Alors, je précise que cette émission est enregistrée le 17 juin. Elle ne sera pas diffusée ce soir, donc il se peut que l'actualité ait bouleversé le programme de tout ce qu'on va dire. D'ailleurs, vous étiez dans la rue hier ? On n'était pas dans la rue, on s'est posé la question. Il nous paraissait pas illogique de manifester notre soutien, notamment par rapport au personnel, aux paramédicaux qui sont mal payés à l'hôpital, notamment à Paris où c'est difficile de se loger. Donc il y a vraiment un effort à faire. Pour autant, ils ne nous ont pas demandé de les accompagner. Habituellement, ils ne nous accompagnent pas dans nos propres manifestations. Donc on s'est dit que c'était logique de rester de notre côté et de porter de notre côté nos propres revendications. Il n'y a pas une grande diffusion de la communication entre vous et les hospitaliers. Si vous voulez dire qu'il y a un pas à faire et des rapprochements à faire, il y a beaucoup de chemin encore. Oui, c'est certain. C'est à qui de le parcourir ? C'est à vous, à eux, ou chacun fait un pas ? Chacun fait un pas, de toute évidence. Vous êtes très consensuel. Ça n'a pas toujours été le cas de la médecine générale, qui était quand même un peu... je veux dire, qui était agressif vis-à-vis de l'hôpital, c'est fini ça. Oui, enfin on entend qu'on nous respecte, et on n'est pas toujours respecté, et j'aurais peut-être l'occasion de vous le dire, notamment dans les parcours de santé, ville-hôpital, c'est parfois la ville qui va, l'hôpital qui va vers la ville, mais la réciproque n'est pas toujours exacte. Toujours vrai. Ouais. Vous n'êtes pas allé à la manifestation parce que vous n'aviez pas de casque, non ? Peut-être parce que vous avez vu ce qui s'est passé quand même. Vous en avez pensé quoi ? Oui, c'est vrai que ça a été assez violent. Je n'ai pas suivi de très très près parce que je travaillais hier, mais ça a été assez... Toujours ces manifestations sont toujours le prétexte à ce que des casseurs se mettent dans les mains. Ça se termine mal à la fin, oui. C'était nécessaire d'aller dans la rue ou au moment où on dit qu'on va faire un Ségur, que vous dites c'est plutôt un Ségur de l'hôpital, c'était d'un bon ton d'aller dans la rue rappeler
au grand public qu'on a applaudi pendant 3 mois, mais maintenant... En tout cas, je peux très bien comprendre, en tant que syndicaliste, quelque part, le désappointement, l'impatience aussi des personnels hospitaliers, dont les revendications sont quand même extrêmement simples, pour un certain nombre, en tout cas facile à réaliser rapidement. Augmenter les infirmières, augmenter les aides-soignantes, ça ne nécessite pas des jours et des jours de palabres. Augmenter les médecins hospitaliers aussi, il ne faut jamais les oublier, eux, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas très bien payés, les internes. Oui, les internes en particulier. Tout à fait. Oui. Vous, l'argent, ce n'est pas votre première revendication. C'est-à-dire augmenter le tarif de la consultation ou faire en sorte que le généraliste gagne plus d'argent, ce n'est pas votre première revendication. Disons que notre revendication, elle porte sur l'ensemble de l'exercice professionnel et on sait bien que le tarif de la consultation, à chaque fois qu'on augmente d'1, 2 ou 3 euros le tarif de la consultation, on favorise tout le monde de façon uniforme. On ne met pas d'organisation en plus, on n'apporte pas de moyens supplémentaires aux médecins. Donc c'est un petit peu compliqué. On favorise celui qui travaille le plus, celui qui a essayé de réduire son activité, il gagne au moins. Donc quelque part, ça a l'air comme ça égalitaire et en fait ça ne l'est pas. Donc, il faut quelque chose, il faut à la fois augmenter effectivement les honoraires, mais il faut le faire de façon équilibrée. Est-ce que sentirait poindre chez Jacques Battistoni la tentation du salariat pour que tout le monde ait le même salaire et gagne la même chose ? Alors là, il faut que les choses soient claires. MG France, c'est un syndicat de médecins généralistes qui sont très majoritairement d'entre eux libéraux. Et donc, nous inscrivons clairement dans le cadre de la médecine générale libérale. Et donc, là, le libéralisme, j'écoutais l'autre jour un de mes collègues qui exprimait le bon côté du libéralisme. Je partage ce point de vue. On ne peut pas caricaturer MG France en disant on veut tous salarier les médecins. Ça n'a jamais été notre objectif. Et clairement, il y a des choses à prendre dans le libéralisme, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté de créer son propre outil de travail, de l'adapter, que nous revendiquons. Alors, je pense que vous parliez de Jean-Paul Ortiz, qui est passé à cet endroit avant vous, oui. Effectivement, qui disait tout ça. Oui, mais alors, si les médecins ne sont pas salariés, puis vous dites celui qui a tendance à vouloir en faire moins, il gagne moins que celui qui travaille, vous devez être obligé de constater que c'est la règle et que le seul moyen peut-être d'augmenter tout le monde, c'est d'augmenter le tarif de la consultation. Oui, il y a aussi des choses un petit peu différentes qu'on peut faire, et le mouvement qui est quand même assez largement... accepté, je crois, par la profession et également par un certain nombre de représentants des médecins, qui est de dire il faut de l'acte, mais il faut aussi des forfaits. Quelque part, il est assez largement entendu. On voit bien que l'acte correspondait tout à fait à la médecine du début du XXe siècle, juste après la guerre, où on faisait des actes aigus. On sait très bien aussi que prendre en charge un malade chronique, c'est pas pertinent d'avoir que de l'acte. Donc il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Quand on interroge les jeunes médecins, la tentation quand même chez eux d'être salariés est assez importante. Est-ce que c'est pas plus une question de notre génération de dire la médecine libérale, c'est ceux qui ont entre 50 et 70 ans qui sont attachés ? Oui, c'est peut-être aussi ceux qui ont fait l'expérience des avantages et des inconvénients. Moi, si à 30 ans, j'aurais probablement envie d'être salarié comme les jeunes de 30 ans quand ils rentrent dans le métier. Parce qu'on a connu l'hôpital quand on était interne. On s'est dit que finalement, c'était assez confortable. Il y a des inconvénients à être libéral, notamment en termes de protection sociale, sur lesquels il faut apporter des choses. Donc, il faut viser les avantages du salariat, un certain nombre d'avantages, tout en gardant les avantages du libéral, qui sont la liberté d'entreprendre et la liberté d'être son propre patron et d'avoir son propre outil. Alors, je ne voulais pas trop qu'on parle de la Covid-19 et tout ce qui s'est passé. On a déjà fait beaucoup d'émissions. Mais on est rattrapé par la Covid-19. À savoir que la Commission des comptes de la Sécurité sociale s'est réunie, a constaté que l'année 2019 avait été marquée par une nette amélioration des comptes, avec un déficit relativement limité, moins important qu'attendu. Et puis le Covid est arrivé là, mais quelque part, c'était prévisible quand même. À partir du moment où les gens allaient bosser moins, et qu'il y allait donc y avoir moins de recettes. Je veux dire, là, quel que soit... Il n'y a pas de problème, ce trou de la Sécu, parfaitement explicable. Oui, parfaitement explicable, tout à fait logique. Avec moins de recettes, comme vous l'avez dit, mais aussi des dépenses supplémentaires, avec notamment les IJ. Les indemnités journalières payées par la Sécu, c'est forcément considérable. Nous avons fait à tour de bras des arrêts de travail. Oui. La Sécu qui nous serre la vis, en général, en nous disant « soyez vigilants », elle nous a dit « alors là, on y est allé, franchement ouais. ». Par contre... Nous, on a moins travaillé. Voilà. C'est-à-dire que les seuls qui n'ont pas pu se mettre au chômage partiel et se faire des arrêts de travail,
c'est bien les médecins généralistes. Absolument. Globalement, vous avez bossé quel pourcentage de moins pendant ces 3 mois? Alors, les chiffres diffèrent. J'ai vu que les chiffres de la Commission des comptes étaient de l'ordre de 30%. Nous, on avait estimé ça à 40% plus tôt. C'était aussi ce que disait l'assurance maladie dans un premier temps. En fait, ça dépend aussi sur quelle période de référence vous faites les choses. Sur la deuxième quinzaine du mois de mars, la chute a été brutale. Ouais. Après, ça remontait un peu. D'abord parce que les gens avaient quand même des besoins de santé. Mais initialement, on leur a dit restez chez vous. Ils ont compris, n'allez pas chez le médecin. Oui, puis on leur a pas dit, personne n'a dit dans les autorités de santé, vous avez un généraliste qui est compétent, qui peut faire du dépistage et tout ça. Bon, vous n'aviez pas les tests, vous n'aviez pas les masques de toute façon. Oui, tout à fait. Mais on a de temps en temps l'impression, là, que ça leur ferait mal de dire médecin généraliste. Vous avez peut-être remarqué que dans la communication, aujourd'hui, moi je le dis parce que ça m'irrite profondément, oui. On dit allez voir votre médecin. Vous êtes malade, allez voir votre médecin. Ça leur ferait du mal de dire allez voir votre médecin généraliste. On a un chien. Il faut savoir que Jacques Battistoni, qui est quelqu'un de très calme, là je le vois fâché. Ah oui. Donc vous devez être très fâché. Oui, ça me fâche. Parce que mais c'est vrai. Mais ça coûte quoi, effectivement, au ministre de la Santé, s'il nous écoute, de temps en temps, il regarde cette émission, de dire médecin généraliste au lieu de dire votre médecin. Médecin, c'est une espèce d'anonymat. C'est une maladie honteuse, donc c'est une sous-profession honteuse. Clairement, le combat d'MG France, depuis sa création, c'est la reconnaissance de la médecine générale et des médecins généralistes. Alors, quand on ne veut pas nous nommer, quelqu'un qu'on ne veut pas nommer quelque part, ça me pose problème. Ça justifie encore l'existence d'un syndicat de médecine générale, alors que maintenant on dit que vous êtes battu pour que ça devienne une spécialité. D'accord ? C'est devenu une spécialité. Maintenant, vous revendiquez quand même de rester médecin généraliste face aux autres. Il y a une espèce d'ambiguïté. Et on a une spécificité à être médecin généraliste, on le voit bien. Oui, mais comme une spécificité être dermatologue ou être... Mais regardez les syndicats, les spécialités qui sont bien défendues, elles se défendent par elles-mêmes aussi. Ouais. Ce matin, nous avons signé un communiqué et nous avons fait une conférence de presse commune avec le syndicat national des psychiatres. Ouais. Voilà, ils étaient contents d'être avec nous. Oui, bien sûr. Donc, vous gardez votre entité tout en étant un médecin comme les autres. C'est ça que vous vouliez appeler. Oui, spécialiste Alors, comme les autres. on dit que l'économie a été quand même de 4 milliards sur justement les prestations pas faites et tout ça. Ces 4 milliards, vous aimeriez bien qu'on vous les redonne? Oui, et puis on aimerait bien aussi que ça soit l'occasion d'investir aussi sur les soins primaires et sur la médecine générale en particulier. Alors comment on investit sur les soins primaires? Il y a des choses qui nous ont manqué. Parce que là, on va aller dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, on a fait des émissions, on dit, il faudrait que... Là, c'est... Mais nous, on a des attentes très précises. Il y a 2 choses qui nous auraient été utiles dans la crise Covid. Là. La première, c'est des CPTS qui auraient été efficaces, organisés partout. Aujourd'hui, les CPTS, on leur demande de faire tout. N'importe qui, tout le monde a à la bouche les CPTS. Il y en a combien en France ? Actuellement, il y en a, allez, on va dire large, il y en a 150, il y en a 200. Il en faudrait combien ? Il en faut 1000. 1000, d'accord. Donc vous dites, alors c'est quoi mais par contre, vous avez plein de projets, des projets embryonnaires, des projets un petit peu plus avancés. Aujourd'hui, quand je vous dis 150, 200, je vous parle de gens qui ont signé un contrat ou qui vont le signer, qui est relativement avancé. Ils sont dans des centres qui regroupent combien de personnes ? Alors, c'est variable, mais la moyenne, c'est 60 000. Donc 1000 fois 60 000, vous arrivez aux 60 millions de Français, en gros. Ouais, d'accord. Ouais. Mais on en revient à la question de se dire que... Priorité CPTS, investir. Ça, c'est la priorité. Mais attendez, médecin généraliste, c'est plus un artisan, c'est un futur chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui va travailler dans une collectivité. C'est un manager. C'est un manager. Ouais, donc c'est vrai, le type qui est tout seul dans son coin. Ouais. C'est un double manager. Ouais. C'est le manager de son équipe autour de lui, de l'équipe du médecin traitant. L'équipe du médecin traitant, c'est l'assistant médical. Vous vous rappelez, l'année dernière, la négociation où on a réussi à obtenir des assistants médicaux. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus de 1000. Demain, il y en aura beaucoup plus. Au fur et à mesure que les gens vont prendre conscience qu'ils ont besoin de ce personnel qui les aide, ils vont en prendre. Il y en aura de plus en plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième personne qui peut être auprès de lui, ça va être l'infirmière azalée, par exemple. Et une bonne équipe médicale, et éventuellement une secrétaire aussi. Donc c'est ça. Ça, c'est le manager. Et avec plusieurs médecins, avec ce personnel-là. Voilà, tout à fait. L'assistant médical, on peut le partager à 2, voire à 3. L'infirmière azalée, on la partage à 4 ou 5. Et quand vous dites c'est urgent, c'est-à-dire que moi, j'avais cru comprendre que Agnès Buzyn, c'est un dossier sur lequel elle avait travaillé, puis qu'on se dirigeait vers une augmentation des CPTS, mais là, maintenant, c'est plus urgent que ça ?
Si vous voulez, si on avait eu des CPTS partout en action, avec des moyens, dotés de moyens, on a organisé à partir de ces CPTS des centres Covid. On s'est organisé entre nous. On a permis de séparer les flux des patients malades des autres patients. C'est les CPTS qui ont permis ça. Mais il faut combien de temps pour créer un CPTS? Où est le frein? Le frein, alors il y a double frein. D'abord, on donne très peu d'argent aux gens pour monter des projets. Alors ça prend du temps, se réunir, discuter avec les autres. Donc il faut un peu d'argent pour monter le projet. Et après, il faut un peu d'argent pour avoir un peu de personnel. C'est pas le travail du médecin de rédiger des réponses à des appels d'offres, de rédiger des projets. Mais qui il a les idées. Qui est le leader du CPTS? Le président de la CPTS, évidemment, et le conseil d'administration. Mais quelque part, quand vous travaillez à l'hôpital, vous êtes médecin à l'hôpital, chef de service, vous avez du personnel qui vous aide à rédiger vos dossiers. C'est pas vous qui saisissez les dossiers. Quel signal fort vous pourriez attendre du ministère de la Santé pour dire que ce dossier avance vraiment beaucoup? Il y a un double coup d'accélérateur. Donnez plus d'argent pour le montage des projets. Aujourd'hui, c'est 20 000, 30 000 euros. C'est très peu. Pour 6 mois, pour une équipe, etc. Et ensuite, on veut que l'équipe, une fois qu'elle fonctionne, il y ait une dotation supplémentaire. Je l'ai dit à Nicolas Revel récemment. Alors justement, Nicolas Revel, vous êtes beaucoup en réunion avec lui pour une raison toute simple, c'est que vous avez monté une opération qui est à la fierté à la fois des généralistes et de la CNAM, à juste titre, de dépistage. Vous vous voyez souvent. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui expliquez qu'il va y avoir ce trou, ces 4 milliards? Il est concentré là-dessus ou c'est pas son rôle? Je crois, il faudra que vous l'interrogiez, et qu'il partage avec nous l'idée qu'il faut continuer dans notre travail de structuration des soins de ville. Parce que les assistants, c'est lui aussi. Les assistants, c'est lui aussi. L'année dernière, on a fait 2 négociations, une sur les CPTS, l'autre sur les assistants. On les a bouclés en 6 mois. On est arrivé à quelque chose. Il faut donner un coup d'accélérateur sur les CPTS. C'est lui qui peut donner ce coup d'accélérateur ou le ministre de la Santé? On peut négocier avec l'assurance maladie, mais pour négocier avec l'assurance maladie, il faut qu'on ait de l'argent. C'est l'argent qui permet d'avoir du grain à moudre dans la négociation. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à la CNAM qui peut vous... Exactement. Mais aller négocier avec la CNAM, si Nicolas Revel me dit je suis désolé, je n'ai pas d'argent, on a 50 millions d'euros à se partager. Ça, il sait très bien le faire, parce que c'est lui qui a remis les comptes au clair, donc c'est plutôt un gestionnaire. Vous avez dit qu'il y a plusieurs choses urgentes. Dans le CPTS, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'urgent, là? Alors, la deuxième chose qui aurait été utile, c'est un service d'accès aux soins. Service d'accès aux soins, c'est quoi? Très concrètement, pour la population, c'est je suis dans un endroit, mon médecin traitant n'est pas disponible tout de suite, ou je viens d'arriver, je n'ai pas de médecin traitant, à qui fais-je appel? Aujourd'hui, vous appelez le centre 15, vous appelez le numéro des urgences médicales. Est-ce que c'est adapté? La réponse de toute évidence est non. On a besoin d'avoir quelqu'un qui vous oriente. Donc on rajoute un numéro, donc? Ouais. On rajoute un numéro, mais ce numéro, c'est le numéro d'identification des soins ambulatoires sur le territoire, les professionnels du territoire. C'est-à-dire, à notre avis, la CPTS, 60 000 habitants, je vous disais, c'est un petit peu petit. Donc c'est le regroupement des CPTS, c'est le département. Mais en gros. Ça, je comprends bien. Donc c'est pour celui qui ne trouve pas de médecin, celui qui n'a pas de médecin. On n'est pas dans les urgences, là. On n'est pas dans les urgences, on est dans la journée. On est le lundi à 14h. J'ai pas de médecin, mon médecin n'est pas disponible, je fais comment? Je vais aux urgences ou je vais voir les professionnels de ville? Et là, on rejoint l'histoire des urgences. Oui, attendez, mais on va y aller sur les urgences. On reste là sur ce numéro, ce qui est intéressant. Bon, quelque part, ça résout aussi les zones de désertification. Eh oui. Et puis, ça rend service au médecin lui-même. Ouais. Parce que le médecin lui-même, il ne peut pas assurer 64 heures par semaine de permanence. D'accord. C'est vachement difficile. Ouais. N'importe qui, c'est inhumain, quelque part. Et donc, quand il n'est pas là, il a ce parapluie qui lui permet effectivement d'orienter ses patients. Alors si je suis moderne, je vous dis, il y a quand même quelque chose qui peut là résoudre le problème, qui s'appelle la téléconsultation. Alors on a vu qu'il y avait une espèce de... Le télétravail s'est développé, donc la téléconsultation, on était tout à fait dans l'esprit. Et puis on entend un peu tout et son contraire sur la téléconsultation. Oui, ça a donné des résultats, mais ça ne remplacera jamais les mains du médecin. Bon, j'ai résumé, mais allons-y un petit peu plus. Je suis d'accord avec vous. Ça nous a permis d'abord de développer considérablement, ça a boosté la téléconsultation très vite. On s'est rendu compte qu'au mois de mars, si on n'avait pas de téléconsultation, on n'allait pas travailler. Donc voilà. Donc les gens ont pris la téléconsultation, ils en ont vu l'avantage, ça permet de garder un lien. Conserver le lien. Et donc s'il y a des situations, c'est très pratique. Mais en même temps, il y a des limites. Pas d'examen clinique, pas de garantie sur j'ai bien tout vérifié,
pas de contact quand même aussi facile. Combien de fois j'ai vu le plafonnier ou à l'écran, c'est difficile à dire aux gens, écoutez, c'est bien la téléconsultation, mais votre front et votre plafond, ça ne m'apporte pas grand renseignement. Tout ça, on peut imaginer qu'avec le temps... imaginez la téléconsultation il y a 10 ans, c'était impossible. Donc, vous voyez, en 10 ans, tout le monde a... On disait, oui, mais les gens n'auront pas de téléphone, n'auront pas d'ordinateur. Ouais. Aujourd'hui, presque tout le monde a un écran. Donc, on peut imaginer que les détails techniques ne soient pas quelque chose de rédhibitoire. Sauf que l'autre limite, c'est quand même les personnes âgées, les personnes qui ont du mal. Moi, ma maman, qui a 88 ans, elle est bien incapable de faire de la téléconsultation. Et pourtant, ces gens-là, c'est eux qui ont le plus besoin. Vous encouragez vos troupes à aller vers la téléconsultation ? Oui. La téléconsultation, elle a sa place parmi les actes du médecin généraliste, comme d'autres spécialités d'ailleurs. Il y a la consultation, il y a la visite, il y a la téléconsultation. Mais je ne pense pas que ça ira au-delà de 10-20% de notre activité. Alors après, venons-en aux urgences. Alors là, c'est là où votre numéro supplémentaire m'inquiète, parce qu'à quel moment les gens vont dire, on appelle par exemple le 24 pour ces espèces de soins qu'on aimerait avoir, et puis on a le 15 parce que ça va pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une notion d'urgence Écoutez, moi je rentre pas dans cette façon de voir les choses. C'est la façon de voir du SAMU qui nous dit attention à la perte de chance, les gens vont se tromper, les gens vont pas savoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous faites quand même la différence entre je prends un rendez-vous avec mon médecin traitant ou j'appelle le 15. Vous confondez pas les deux, il n'y a pas de danger. Et c'est la même chose. Je vous donne les arguments. Oui, mais je trouve que ce sont des arguments fallacieux, clairement. Tous les urgentistes vous disent, nos urgences, on en a marre de voir un bout de doigt coupé, on en a marre de voir une entorse arriver, on les garde des heures. Que fait la médecine générale ? Et effectivement, moi, je n'ai pas la réponse. Vous êtes d'un âge, et moi aussi, où on a connu ce que c'était les gardes de médecine générale, qui était d'ailleurs une contrainte fort désagréable. Enfin, ce qui me concerne, je trouvais que la vie du médecin était compliquée à cette époque-ci. Mais entre je suis un peu de garde, j'étais de garde tout le temps et je ne suis plus du tout, il y avait un gap qui a été franchi. On ne l'a pas vu franchir, ce gap-là ? Oui. En même temps, de ce dont on parle, c'est dans la journée. Ce n'est pas la nuit le problème. La nuit, on s'est organisé. La nuit, il y a un service de garde. Et la nuit, on a mutualisé avec l'hôpital. À 3h du matin, si vous appelez, a priori, il y a quelque chose qui mérite... Pourquoi les gens n'appellent pas le généraliste alors la nuit ? Apparemment, quand les urgences, la nuit, ça ne désemplit pas non plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les urgences, ça fonctionne jusqu'au soir. Ça fonctionne quand les gens rentrent du boulot tard, jusqu'à 10-11 heures du soir. À 3 heures du matin, les urgences ne sont pas pleines. Alors là... Le maillage des urgences de médecine générale, pour vous, il est correctement fait la nuit ? Oui, je crois que la nuit, vous allez trouver évidemment de temps en temps des endroits où ça coince un peu, mais ça c'est organisé depuis pas mal d'années et c'est pas le problème. Le problème c'est la journée. Le problème de l'engorgement, du fameux engorgement des urgences, c'est dans les horaires de jour. C'est le lundi à 10h le matin ou le mardi à 14h l'après-midi. C'est des horaires normaux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le service d'accès aux soins et la réponse. Toujours ce même numéro ? Oui, tout à fait. Ce même numéro. Ouais. C'est quoi le service d'accès aux soins ? Vous avez une régulation dans la journée. Vous appelez ce numéro, on vous propose un rendez-vous. L'idée, c'est on a des moyens de technologie moderne qui nous permettent de prendre directement, à partir du standard du régulateur, le rendez-vous sur l'annuaire du médecin. Vous êtes à tel endroit, vous habitez à tel endroit. Le médecin le plus proche de chez vous, justement, là, tenez, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, vous y allez. D'accord. C'est ça le service d'accès aux soins. J'ai une plaie à suturer, on va trouver un médecin. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche que ça se mette en place, ça ? Un petit peu de moyens, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Ouais, 300 millions d'euros, c'est le chiffrage qui a été fait dans le rapport. Et avec ces 300 millions, on fait quoi ? On paye mieux les médecins ? On fait tout. On fait tout. On fait la totale. Mais les médecins débordés, vous ne pouvez pas leur rajouter des consultations. Vous avez beau avoir 300 millions, il va falloir faire qu'il y ait plus de médecins. Parce qu'il faut qu'il y ait des médecins. Comment vous résolvez ce problème ? Il y a deux volets. Le premier, c'est mettre en place le numéro d'appel dont on a parlé. La régulation derrière, c'est-à-dire la personne qui répond, le médecin d'astreinte. En gros, c'est la moitié de la dépense. L'autre moitié, c'est valoriser l'action du médecin qui accepte, dans ses plages de la journée, de libérer 3 rendez-vous par jour, par exemple. C'est qui les médecins régulateurs ? C'est des médecins... C'est des médecins libéraux. Médecins généralistes libéraux. Qui vont faire ça une partie qui vont faire ça sous forme d'astreinte dans la journée, déportés. Des gardes, alors ? Oui, mais des gardes de 2 heures ou de 4 heures, pendant lesquelles ils vont être en deuxième ligne
derrière le permanencier au téléphone qui va prendre les rendez-vous. Et il ne va pas être appelé si souvent que ça. Par contre, éventuellement, puisqu'il va être d'astreinte, il va pouvoir faire une téléconsultation pour certains patients. D'accord. Et vous dites de 2 heures, ça paraît pas beaucoup. Ou de 4 heures. Mais les gens vont s'organiser comme ils le veulent. Hein. Mais ça peut être prêt. Alors vous dites, imaginons, allez tiens, on vous dit 300 millions, voilà, c'est sur la table, c'est prêt quand ? C'est prêt quand ? Eh bien, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut un dispositif. Il faut que, dans une région, vous organisez quelque chose, on vous dit, voilà, il y a une enveloppe, elle est prévue, c'est pour ça. Et deuxièmement, il faut un volet conventionnel, négociation avec l'assurance maladie, qui valorise l'action du médecin, qui accepte d'ouvrir des plages de son agenda. Et donc, il faut donner quelque part une incitation, une motivation. On aurait pu penser que ce Ségur, il pouvait être pour ça, c'est-à-dire que vous expliquez de façon très bien, parce que moi j'arrive à comprendre ce que ces 2 mesures urgentes. On pourrait dire que là, on pourrait vous donner des signaux forts en disant on va le faire. On ne demande pas que ça soit fait demain, mais on va le faire avec des garanties. C'est ça que vous attendez ? C'est très exactement ce que MG France a réclamé auprès du ministère, auprès de l'assurance maladie, mais surtout du ministère, parce que c'est lui qui a la manœuvre, là, pour l'instant. On lui demande de mettre de l'argent. On lui dit, si le Ségur ne doit servir qu'à une chose, c'est faites ça. Vous avez pu voir que c'était utile, faites-le. Et il regarde ses chaussures et il passe à autre chose. Écoutez, je vais voir. Hein. Demain, je vais les voir. Vous le voyez, là c'est en cours. Demain. Non, demain. Donc demain, vous verrez cette émission, ça sera fait. On prie pour que ça se passe bien. Vous ne pensez pas qu'il y a une tentation de condamner la médecine générale et de la fusionner avec le monde hospitalier, un peu comme aux États-Unis ? Ouais, les pessimistes, ils nous disent des choses comme ça. Ouais. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout, je dis simplement... Les pessimistes de ma profession, il y a des médecins généralistes qui se disent, il y a quelque part, finalement... On va derrière-garde. Ouais, c'est un combat derrière-garde. De toute façon, ils ont décidé qu'on n'avait plus lieu d'exister. Ils sont en train de nous récupérer. Les optimistes disent, ça coûte très cher. L'hôpital... Est-ce que c'est le bon organisateur de la médecine de ville ? On peut en douter sérieusement. Déjà qu'il se réorganise lui-même. Exactement. Avant d'aller absorber fusion-acquisition, il faut d'abord faire... Voilà. Est-ce qu'il a montré sa capacité à organiser les soins en dehors de son domaine ? On peut en douter. Donc je pense sur le plan économique aussi, parce que quelque part, la médecine générale libérale, elle est extrêmement économique aujourd'hui. On voit bien, quand vous faites un centre de santé départemental, comme M. Akari en Saône-et-Loire, eh bien, vous êtes obligé de mettre sur la table bien plus d'argent encore. Si l'hôpital voulait le faire, il faudrait rajouter encore beaucoup d'argent. Nous sommes extrêmement économiques. Trop économiques parce qu'on ne nous paye pas assez. Mais enfin bon, entre les deux. Vous allez quand même demander une petite revalorisation de la consultation, non ? On va demander une passage, ça serait quand même... Ça ne semblerait pas quelque chose de disproportionné, non ? En tout cas, oui, il faut quelque part que la médecine générale soit attractive. Parmi son attractivité, il y a l'argent. Il faut, parce que sinon, le médecin, il va choisir d'être dermatologue ou d'être anesthésiste ou tout ce que vous voulez. Donc, Vous n'avez pas un mot à dire sur le numerus clausus ? Vous, on ne vous consulte pas plus que ça ? On est allé rencontrer il y a quelques mois avant le Covid, on a fait des tas de choses avant le Covid, on est allé voir le nouveau président de la conférence des doyens, et on lui a dit, les jeunes, ils veulent faire de l'exercice mixte, les jeunes, ils veulent travailler dans les hôpitaux de proximité, ils veulent garder un pied à l'hôpital, peut-être un temps seulement, mais ils veulent le faire. On a beaucoup de choses à faire, nous, médecins généralistes. Donc on a dit, il faut que vous préserviez un volant de médecins généralistes important. Voilà. On ne veut pas que on est en proportion de moins en moins. Et on vous a répondu quoi ? Que nos propositions étaient intéressantes. Étaient excellentes, intéressantes. Exactement. Et on verrait... mais maintenant, c'est le temps de voir, quoi. Oui, tout à fait. Là, on va regarder. Je vous ai dit qu'on allait passer 30 minutes ensemble. On est presque arrivé au bout. Donc, une petite minute pour conclure. Ça passe vite. Hein. Oui, on avait évoqué d'autres sujets. Mais ce qui prouve que vous viendrez, parce que c'est extrêmement intéressant. Ouais. Si vous vouliez, il y a quelques milliers de médecins qui vous écoutent. Vous leur dites quoi ? Je leur dis d'abord que je crois profondément que la médecine générale a un grand avenir devant elle, malgré les pessimistes et tout ça. Je crois que la population a besoin de médecins généralistes parce que, quelque part, on est à la fois économique, pertinent, que on voit bien aussi dans cette crise du Covid à quel point le lien avec le médecin généraliste, c'est quelque chose de fondamental. Je crois qu'on a besoin de signaux, des signaux extrêmement simples qu'on peut avoir très vite. On a besoin, au-delà d'une évolution de notre métier, de travailler plus en équipe. On a envie de faire ça.
Je pense que notre métier est un métier passionnant, qu'il a de quoi attirer les jeunes médecins aussi. Et je l'ai déjà dit, alors je reprends la formule, mais moi, j'ai qu'un regret finalement, c'est de ne pas avoir 30 ans aujourd'hui, de m'installer aujourd'hui, parce que je pense que les évolutions que notre métier peut vivre sont vraiment passionnantes et que j'aimerais bien avoir 30 ans encore pour vivre tout ça. Et puis derrière ce sourire que tout le monde vous reconnaît, vous vous appelez Battistoni, vous êtes corse. Ah non, Non, je suis d'origine italienne. D'origine italienne. Ça prouve de toute façon que vous êtes quand même résolu. Mais et que juste en face, de l'autre côté. Et que vous êtes extrêmement résolu et que ce n'est pas le sourire qui va cacher la résolution. Absolument. Oui. Jacques Battistoni, excusez-moi, j'ai failli me fâcher avec tous les Italiens de ce pays. Merci, votre premier jour d'après se termine. Moi, je vous donne rendez-vous pour les débats de la rentrée que nous allons organiser dans ce studio. Partant pour des débats, bien évidemment. Partant pour les débats, bien sûr. Vous êtes un de ceux qui a son rond de serviette dans notre studio. Merci. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.